Pour ce nouveau Papy Culture Club, j'avais envie d'un épisode un peu différent. Un épisode qui parle de la cuisine dans le cinéma. Et quand je dis cuisine au sens très large. Aussi bien la pièce de la maison que le restaurant ou que la gastronomie en règle générale. Parce qu'à l'écran, la cuisine est partout. Elle est parfois centrale, comme dans The Bear. Don't wipe your hands on your apron, chef. Chef. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. Parfois, c'est plutôt le décor de scènes iconiques, comme dans Shining. This whole place is such an enormous maze. I feel like I'll have to leave a trail of breadcrumbs every time I come in. Don't let it get you down, Mrs. Torrance. It's big, but it still ain't nothing but a kitchen. And a lot of this stuff you'll never have to touch. I wouldn't know what to do with it if I did. Well, one thing for sure, you don't have to worry about food. Because you folks have eat up here a whole year and never had the same menu twice. Parfois, on la retrouve dès le titre, comme Mange Priem ou Charlie et la chocolaterie, et parfois pas du tout. Mais alors pourquoi la cuisine est-elle aussi souvent sur nos écrans? Qui raconte-t-on? A-t-elle un rôle bien défini? Ou pas vraiment. J'avais envie de me plonger un peu dans tout ça et d'analyser les films qui personnellement m'ont beaucoup marqué. Vous vous en doutez, il y a énormément de choses à dire à ce sujet, alors j'ai décidé sûrement de le découper en plusieurs épisodes. Vous me direz si c'est un format qui vous plaît et j'en ferai sûrement d'autres. Et pour ce tout premier épisode, j'avais envie de commencer un peu au début, la cuisine, dans les dessins animés et dans le cinéma jeune public. Et pour illustrer tout ça, je vais me concentrer sur des films qui ont personnellement bercé mon enfance et peut-être la vôtre aussi. Alors pour commencer, j'avais envie de parler du dessin animé qui est sans doute celui auquel on pense en premier quand on parle de cuisine. Je parle évidemment de Ratatouille. Parce que dans ce dessin animé, il y a tout, la créativité, l'émotion, l'expression de soi que permet la cuisine, et puis bien sûr, tout le film se déroule dans le décor d'une cuisine de restaurant entre la salle et la cuisine, et même la cuisine de chez Linguini. Enfin bref, la cuisine est partout, on en voit plein des différentes, mais les aliments et la gastronomie rythment vraiment tout le film et tout le scénario. Dans ce film, même un petit rat, qui représente l'ennemi numéro 1 de tout cuisinier, parvient à utiliser la gastronomie comme expression de soi. C'est son espace de créativité et de liberté. La cuisine devient ici un art où tout peut s'inventer, surprendre et même bouleverser. Et le dessin animé va retransmettre ça d'une très belle manière. Je pense notamment aux scènes où Rémi va goûter un morceau de fromage puis un morceau de fraise et l'écran devient tout noir autour de lui et il y a simplement des feux d'artifice. Je trouve que c'est une très belle manière et c'est aussi ce qui prouve la force du dessin animé pour faire tout ça, d'exprimer en fait ce qu'on va ressentir face à une association de saveurs un peu inédite auquel on ne s'attendait pas et qui nous fait ressentir plein de choses, qui d'un coup nous fait dire waouh, c'était exceptionnel. Et puis bien sûr, il y a aussi tout l'aspect, le critique gastronomique qui quand il va goûter cette ratatouille, qui devient d'ailleurs éponyme, va ressentir tous ses souvenirs d'enfance, va être replongé d'un coup en enfance. De la ratatouille? C'est une plaisanterie. C'est pas possible. Qui a préparé cette ratatouille? Donnez-moi un nom! Et ça, c'est pareil, c'est assez exceptionnel. Et ça prouve justement toute la force de l'art culinaire. La cuisine dans ce film devient vraiment un art à part entière, qui permet de s'exprimer, de faire ressentir des choses aux autres, et voilà, qui montre aussi que n'importe qui presque, tant qu'il est animé par la passion, et par n'importe qui, ici c'est un rat, mais on peut entendre n'importe quelle classe sociale aussi, peut s'exprimer via la cuisine et peut réussir à faire des grandes choses qui vont émouvoir plein de gens. Et en fait, la différence, en fait, l'écart de classe sociale justement entre rat
combat entre Rémi et le critique gastronomique est énorme, et pourtant, c'est Rémi qui réussit à lui faire ressentir tout ça. La cuisine, c'est donc vraiment ce qui permet de s'exprimer, ce qui permet cette créativité, cette émotion, et c'est ce qu'on fait entendre aussi aux enfants, et je trouve que le message assez exceptionnel, c'est vraiment ça, c'est de dire pas n'importe qui peut y arriver, mais en tout cas quand on est passionné, la cuisine peut être vraiment l'art qui nous permet de nous exprimer et de faire et d'accomplir des choses énormes, parce que sûrement que faire ressentir un souvenir d'enfance à quelqu'un qui n'avait jamais goûté, enfin qui n'avait plus jamais regoûté depuis très longtemps, et lui faire ressentir de telles émotions, c'est assez exceptionnel et peu de gens y arrivent. Et puis ce qui est assez rigolo aussi dans ce film, c'est de montrer la pluralité des cuisines qui existent. On a la cuisine du petit studio de Linguini à Paris, sous les toits, où il y a juste une plaque chauffante, et on les connaît bien, ces studios parisiens, si on y a déjà vécu. Il y a les cuisines dans lesquelles Rémi va pour voler des aliments, etc. Donc des cuisines assez lambda, de gens voilà, qui vivent dans des grandes maisons, etc. Et puis la cuisine du restaurant gastronomique, la grande cuisine, où tout doit être... on fait super attention à l'hygiène, c'est extrêmement problématique qu'il y ait un rat, et tout est... Enfin, chacun a son rôle, chacun a sa place, et on montre un petit peu tout ça aussi, et c'est ça qui est assez chouette. Vraiment, je trouve que c'est un bon film qui permet d'illustrer ce que représente la cuisine et la gastronomie française pour beaucoup de gens. C'est un super dessin animé pour tout ça, et pour montrer l'impact que peut avoir la cuisine. Maintenant, j'avais un peu aussi envie de m'intéresser à la cuisine plutôt magique. Et pour ça, on va aller dans Alice au pays des merveilles. Dans ce film-là, la cuisine, c'est plutôt une porte d'entrée vers l'imaginaire, et elle a des pouvoirs magiques. Si on pense au buvez-moi ou au mangez-moi, des petits gâteaux qui lui permettent à la fois de grandir et de rapetissir, la cuisine, c'est ce qui va lui ouvrir des portes aussi sur plein de nouveaux mondes, et c'est un peu le rite de passage de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, l'adolescence, etc. Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction. Buvez-moi. Il faut être très prudent. Regardons bien s'il n'y a pas marqué poison. Il est presque certain qu'on a de très gros ennuis dans ces cas-là. Pardon, vous disiez? J'étais en train de me parler, je me donnais de beaux conseils. Mais... ça a le goût de... la tarte aux cerises. De l'ananas, du pudding, de la dinde au marron. Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Vous diminuez comme une vulgaire chandelle. Mais regardez, à présent j'ai juste la bonne taille. Oh, ça ne sert à rien. J'ai oublié de vous en avertir. Je suis fermé à clé. Oh, non. Oh, suis-je bête? Vous avez la clé, naturellement. Quelle clé? Allons, ne me dites pas que vous l'avez oubliée là-haut. Oh, Seigneur. Que dois-je faire? Vous avez une idée? Essayez la boîte, ça me paraît tout indiqué. Oh! Mangez-moi. Bon. Mais Dieu seul sait ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous dites? Je disais à juste titre que ce produit fait de l'effet. C'est carrément un rite initiatique, parce que quand elle voit le buvez-moi, la première réflexion d'Alice, c'est de se dire « Ouh là là, faut que je fasse attention, il y a peut-être du poison là-dedans », et on sait ce qui arrive aux gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent ou à ce qu'ils font. Il y a vraiment ce côté, en tant qu'enfant, ce qu'on lui a appris, ne mange pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe quoi, et donc elle se méfie beaucoup, et puis finalement elle va le manger, et c'est ce qui va lui ouvrir du coup la porte vers un autre monde, parce qu'elle va accéder à la petite porte, etc., etc. La suite, vous la connaissez. Donc voilà, sa réaction, c'est quand même celle de « je veux pas transgresser les règles », et en même temps, quand elle le fait, c'est un peu presque le passage obligatoire de bon bah des fois faut un peu transgresser les règles quand même, y aller même si on sait pas exactement ce qu'il y a dedans, et c'est ce qui va nous ouvrir des nouvelles portes. Et avec ça, avec ces transgressions, on voit aussi qu'il y a toute une métaphore de la métamorphose qui va se jouer aussi à l'âge adulte, la métaphore de la croissance. On grandit trop vite, on perd son aisance corporelle, on sait plus vraiment comment utiliser son corps, et tous ces moments un peu comiques montrent justement la métamorphose du corps quand on passe de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, de tout ce que ça implique. Et puis il y a une autre scène qui est assez emblématique dans Alice au pays des merveilles, qui a rapport avec la table, la cuisine, et qui à ce moment-là a vraiment des pouvoirs magiques, et une grosse critique sociale aussi, c'est toute la scène du chapelier fou, et de la montre du lapin qui est toujours en retard. Votre horloge est détraquée, elle retarde de 2 jours.
De 2 jours. 2 jours et 10 secondes. Oh, malheur. Mais nous allons arranger ça. Rien d'étonnant. Cette mécanique est pleine de mauvaises dents. Oh, ma pauvre mort. Et de vis. Oh, mes roues, les ressorts. Oui, attends. Bien sûr, c'est évident, il faut du beurre. Du beurre. Du beurre. Du beurre, non. Du beurre, oh, il n'y a rien de meilleur pour les rouages. Du beurre. Ah non, vous allez y mettre des miettes. Oh, celui-là est garanti sans miettes. Qu'est-ce que vous disiez, mon cher? Thé. Du thé, je n'y avais pas songé. Bien sûr, il faut du thé. Ah non, pas de thé. Du sucre, 2 cuillerées seulement, je vous remercie. Écoutez, faites attention à maman, je vous en supplie. Confiture. J'oublie à la confiture, un oubli regrettable. Non. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Moutarde. Moutarde, oui, Moutarde. ne soyez pas ridicule. Un peu de citron, c'est différent. Maintenant, elle doit marcher. Regardez ça. Elle devient folle. Mon Seigneur. Elle est folle. Oh, mais c'était une montre de première qualité. Montre folle. Dans cette scène-là, la nourriture a vraiment un pouvoir magique puisque elle permet de non pas réparer la montre, mais de la rendre complètement folle, de s'animer, etc. Alors qu'on va utiliser du beurre, de la confiture, du sucre, bref, rien à voir et rien qui pourrait réellement réparer une montre. Et en même temps, dans cette scène-là, il y a plein de choses qui se jouent. À la fois le lapin qui va être « Oh non, s'il vous plaît, faites attention à mes affaires », et il y a une vraie subversion de tous les rituels de la table qui va s'opérer dans toute cette scène du Chapelier Fou, donc pas juste à ce moment de la montre, mais en tout cas toute la scène du Chapelier Fou, parce que on va ridiculiser en fait toute l'époque victorienne avec les codes de la table très établis, faut pas faire ci, faut pas faire ça. À ce moment-là, la table c'est plus du tout ce qui va ordonner la société, mais elle va complètement désorienter. On se perd, on ne sait plus pourquoi on fait ça. Alice est perdue, le petit lapin est perdu, bref tout le monde est perdu. Et on montre ici que boire et manger n'a plus du tout une fonction de nourriture, n'a plus du tout la fonction première qui est de se nourrir, mais de jouer en fait sur les codes de ce que ça veut dire. Et cette scène-là ridiculise presque et va complètement à l'encontre des codes de la société qu'on connaît pour ridiculiser tout ça et montrer qu'en fait la cuisine va bien au-delà de juste la nourriture et est vraiment un symbole de société. Donc au global, dans Alice au Pays des Merveilles, la nourriture elle est à la fois attirante mais à la fois aussi un peu piégeuse. Et c'est ce qu'on va retrouver dans plusieurs dessins animés d'enfance d'ailleurs. C'est le cas par exemple des parents qui vont se transformer en cochons dans les films de Miyazaki. Moralité, certes il faut être curieux avec la nourriture, mais il faut quand même faire attention et ne pas aller aussi trop vite dans tout ce qui nous est proposé. Il faut avant tout savoir se méfier. Globalement, avant d'ingérer que ce soit un aliment ou une règle, il faut faire preuve de regard critique envers tout ça et savoir si on a vraiment envie d'y aller. Globalement, il faut s'interroger. Et maintenant, on va passer à la folie des grandeurs. On reste un peu dans les mêmes univers qu'Alice au Pays des Merveilles avec la version de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie. Bon, je pense qu'il n'y a pas de meilleur film pour traiter de la folie des grandeurs de l'univers du sucré. Parce que le sucre, c'est encore aujourd'hui associé un peu dans la société, dans l'esprit commun, à la démesure. Et Charlie et la chocolaterie le montrent parfaitement. Tout enfant, et presque un peu adulte aussi, mais en tout cas tout enfant, est attiré par le sucre. Alors forcément, quand on regarde Charlie et la chocolaterie au départ, on voit un monde magique. Les décors sont mangeables, il y a des machines assez extravagantes et dernier cri un peu partout. Bref, c'est un peu le paradis. Il y a des bonbons, etc. Et il y a un peu tout cet univers de qu'est-ce qui représente les enfants, ça va être le bonbon et le sucré, qui est mise en lumière. Et ça va être pas mal critiqué dans Charlie et la chocolaterie. Bienvenue à la chocolaterie. Warner Bros. Vous invite dans un monde totalement nouveau, au-delà de votre imagination, C'est magnifique. où le rêve est votre réalité. Regardez là-bas. Des Oompa Loompa. Dégagez, mini taré. Tout cela semble avoir été répété. Vous êtes vraiment barge. Et où Willy Wonka Ça va swinguer. est votre guide. À commencer par l'épreuve morale dans les salles thématiques. Chaque pièce de la chocolaterie est un peu un dispositif d'évaluation des enfants. La rivière de chocolat,
c'est la gloutonnerie. La gomme expérimentale, ça va être la précipitation, la compulsion. Le noisetier des écureuils, le caprice. Bref, dans ce film, la nourriture, c'est aussi ce qui va révéler les failles de chacun, et les failles éducatives et sociales en l'occurrence, de ses enfants. Parce que si le décor nous fait rêver, ce qui arrive à chacun de ses enfants ne nous fait absolument pas rêver. Voire même, ça terrifie un peu. Clairement, le message ici, c'est de faire attention. Ce film, c'est aussi la mise en scène d'un spectacle industriel du sucré. Je le disais, il y a toutes les machines dernier cri, la friandise c'est devenu une technologie, il y a des recettes expérimentales, et puis bien sûr il y a le paysage du goût comestible qui réveille justement notre émerveillement. Sauf qu'encore une fois, le merveilleux n'a pas que du bon. Et ici justement, c'est cette logique de l'abondance qui va mettre à nu l'excès comme étant un vice. D'ailleurs, petit détail important, Tim Burton a donc fait du père de Wonka un dentiste qui était très rigoriste et très « il faut surtout pas manger de sucre ». Et ce qu'on voit justement, c'est que c'est l'interdit qui va provoquer le désir. C'est parce que Wonka a été privé d'amour de son père qu'il va tomber dans cet extrême de plein de sucre, plein de bonbons, etc. La nourriture, en fait, elle est là pour combler un manque affectif, jusqu'à ce qu'il se rende compte que les relations humaines vont lui apporter bien plus. Bref, dans ce film, le message il est assez clair. La gourmandise, c'est pas un mal en soi, mais c'est le trop-plein, l'abondance, le too much qui va créer des problèmes. C'est l'absence de mesure, de respect et d'altérité qui est véritablement sanctionnée. C'est tous les problèmes qu'on va retrouver chez chacun des enfants. Et Charlie, il va gagner non pas parce qu'il renonce au plaisir, mais parce que lui, il va refuser de tricher ou de partager. Il va beaucoup plus être altruiste et toujours dans la mesure. Bref, dans ce film, la cuisine, c'est ce qui va être le miroir des vices. C'est à la fois une machine à émerveiller la société et à la fois une critique assez vive de la société. On critique donc la société de consommation aussi, puisque c'est à échelle d'usine, et on va redéfinir ce qu'est le vrai bon plaisir. Bref, encore une fois, la cuisine, c'est ce qui nous permet de... c'est une fenêtre, une porte d'entrée sur notre société, et c'est ce qui permet de faire passer un grand message aux enfants. Et puis enfin, j'avais envie de terminer par l'une des scènes qui m'a sûrement fait le plus rêver au cinéma. Là pour le coup c'est moins tout un film, mais c'est une scène en particulier, c'est la recette du cake d'amour de Peau d'âne. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Je me souviens encore chanter cette chanson à tue-tête devant la télé avec ma mère, et c'est pour moi une chanson et une scène assez iconique de la télé. Déjà aussi parce que je pense que c'était ma robe préférée de Peau d'âne, la robe soleil, et c'est celle qu'elle porte dans cette scène. Est-ce qu'il y a une meilleure façon que de cuisiner que de le faire en musique ? C'est un rituel, sûrement pour beaucoup d'entre nous, et bien Peau d'âne va encore plus loin puisque la recette est carrément dictée en chanson. Et puis, cette recette du cake d'amour va à la fois mélanger des gestes très techniques et très pâtissiers, une poignée de farine, 4 œufs, etc., et à la fois des gestes très personnels, ce qu'on pourrait qualifier d'ingrédients secrets, ingrédients magiques, la bague et le souhait d'amour. C'est finalement aussi un peu les conseils que je retrouve à chaque fois dans Papy, on met toujours un peu de soi quand on fait un plat. Ce qui est dit ici, c'est que la cuisine, et la pâtisserie en l'occurrence, ça devient vraiment un langage d'amour. Faire à manger, c'est aussi le faire pour les autres, pour leur faire plaisir et pour leur exprimer notre amour, pour leur montrer que on les aime, on a envie de leur offrir une petite partie de nous, on passe du temps à faire ça. D'ailleurs, petite blague à part pour la fan de Friends que je suis, j'avais envie d'y placer une petite référence quand même, mais il y a justement une scène où Monica, faute de moyens financiers, va offrir des cookies en guise d'étrenne pour les fêtes de fin d'année. Et justement, elle se défend en disant que c'est beaucoup plus personnel puisqu'elle a passé du temps à les faire, etc. Hey, how much did you guys tip the super this year? Yeah, we were gonna give 50, but if you guys gave more, we don't want to look bad. Oh, actually, this year we just made him homemade cookies. And 25 it is. You gave him cookies? Money is so impersonal. Cookie says someone really cares.
All right, we're broke, but cookies do say that. Et bref, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a tout ce côté, la cuisine c'est aussi donner de soi, donner du temps et donner de l'amour. Et c'est quand on met de l'amour, ça c'est les conseils que m'ont donné tous les pâtissiers que j'ai rencontrés et toutes les pâtissières, quand on met de l'amour dans un de ces plats, forcément il n'en sera que meilleur. Si on le fait avec le cœur, ça sera toujours meilleur. Mais revenons à Podane. Une fois que ce cake est prêt, c'est déguisé en servante que la princesse va passer des cuisines du château, enfin on va passer de sa petite cuisine aux cuisines du château qui sont donc tout en bas, jusqu'au trône pour aller l'offrir au prince qui est donc tout en haut. Il y a donc un peu une transversalité sociale aussi de la cuisine. Elle est faite en bas, mais c'est ce qui permet finalement à Podane d'arriver tout en haut puisque c'est grâce à cette bague cachée dans ce gâteau que le prince veut la retrouver et l'épouser. Donc il y a tout ça, cette transversalité sociale aussi qui est au cœur du film de Jacques Demy. Bref, ici aussi, la cuisine c'est vraiment une marque d'affection, d'expression. En bref, dans les dessins animés et les films du jeune public, la cuisine aussi elle joue un rôle très important et elle est vectrice de plein de messages. Bon, mon analyse elle n'est évidemment pas exhaustive puisque je n'ai parlé que de 4 films, mais je voulais vraiment m'appuyer sur des films que j'ai vus, qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre et que je trouve assez intéressants pour analyser la place de la cuisine dans les films jeunes publics justement. Chacun en plus, de mon point de vue, exprime de grands messages à ce niveau-là. Tantôt on va critiquer la folie des grandeurs, tantôt c'est en lien avec les rites initiatiques par lesquels nous allons tous passer, tantôt c'est aussi l'expression d'amour, d'expression de soi, de créativité, d'émotion. Et c'est tout ça que je trouvais assez intéressant. Ce qu'on remarque donc, c'est que la cuisine c'est plein de choses à la fois. Et le cinéma ne cesse de les représenter depuis notre plus tendre enfance, justement. Je pense qu'il y a aussi le côté, la cuisine finalement c'est très universel, on a tous besoin de manger, mais ça va souvent au-delà. Dans toutes les sociétés, la cuisine ce n'est pas que de la nourriture, mais c'est bien plus. Et le cinéma ne cesse de représenter ça parce que c'est justement une belle porte ouverte sur tout ce que ça veut dire socialement aussi, notre relation à la nourriture, à la cuisine, etc. Bref, voilà pour ma petite analyse de la cuisine au cinéma dans les dessins animés et les films jeunes publics. Encore une fois, du coup, si c'est un format qui vous a plu, moi je serais ravie d'analyser des films contemporains, les classiques autour de la cuisine, les biopics, les séries, pourquoi pas, les comédies romantiques, enfin la cuisine dans les comédies romantiques. Bref, ça me ferait très plaisir d'analyser ça. Encore une fois, peut-être comme sur ce format-là, quels sont les films qui m'ont marqué à chaque fois sur des thématiques très précises. S'il y a d'ailleurs du coup une catégorie de films que vous avez envie que j'analyse autour de la cuisine, je sais pas, les films d'horreur ou quoi que ce soit. Bon, je suis pas une grande fan de films d'horreur, mais je pourrais en regarder pour vous justement, faire cette analyse de quelle place a la cuisine dans les films d'horreur, à quoi sert-elle, ou bien, je ne sais pas aussi, pourquoi pas, les femmes et la cuisine dans le cinéma, enfin, il y a plein de choses, je pense, dont on peut parler. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous a plu, je serais ravie de continuer la discussion par message sur Instagram @LeaRVRD ou en commentaire sous cet épisode, sous cette vidéo, n'importe quoi. Et puis, dites-moi aussi quels sont vous les films d'enfance, les films jeunes publics en lien avec du coup la cuisine qui vous ont marqué, ou en tout cas des scènes en lien avec la cuisine, avec la pâtisserie, avec les gâteaux, avec n'importe quoi, qui vous ont marqué dans ces films, pour qu'on en discute. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ces films-là font écho à quelque chose chez vous. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt.